de la vétusté du camion et de son lourd chargement. Pourquoi ces engins de la mort continuent de circuler sans avoir un véritable document d'expertise et de visite technique? Les experts en question estiment que ces camions utilisent de faux documents pour tromper la vigilance des forces de l'ordre qui sont chargées de veiller à la sécurité sur les différents axes routiers. Reportage Flavien Valondongo. L'état physique de ces camions en position de détresse démontre qu'avant l'accident de la circulation, n'était plus en droit de circuler. N'étant même pas mécanicien, le véhicule a trop de défauts, trop abîmé, qui ne méritent pas normalement être en circulation. Tous les accessoires ne sont pas dans les normes. Le système de freinage n'était pas réglementé. Au lieu de 20 tonnes, il charge au moins 30 tonnes. Si vous regardez normalement, ce véhicule n'a même pas la visite technique. Visite technique, le mot est lâché. Comme ce gros porteur, plusieurs autres véhicules qui écument nos axes routiers roulent allègrement avec des défaillances, mais sans toutefois être inquiétés par des services de sécurité routière. Pourtant, leurs pare-brises sont décorés de certificats de visite technique. Que ce n'est pas parce qu'il dispose d'un papier collé sur sa pare-brise que ce papier est sorti d'un centre de contrôle technique. La plupart des temps que vous avez vu ces véhicules avec ces vignettes, ça peut être des vignettes périmées. Et c'est les forces de l'ordre qui devraient encore une fois de plus sévir sur ces genres de camions qui circulent dans nos cités et qui tuent les gens tous les jours. Le certificat de visite technique, qui fait partie des pièces importantes d'un véhicule, s'obtient après un examen dans un centre de contrôle technique. Si vous n'avez pas l'efficacité, une bonne efficacité de frein, si vous n'avez un déséquilibre important, ou si vous n'avez même pas de frein, on ne vous donne des livres par la visite. Donc c'est avec ce banc qu'on détecte tout ça. Ça se fait automatiquement. Ça se mesure ici. On voit partir l'écran. Les données que vous voyez sont imprimées, c'est automatique. Dans des structures agréées et chargées de délivrer le précieux sésame, il se dit que certains certificats de visite technique affichés sur des pare-brises des véhicules tout type sont falsifiés. Je dois vous le dire que ces véhicules-là ne sont pas passés dans le centre de contrôle technique parce que nous le décrions tous les jours qu'il y a des faux certificats de contrôle technique en circulation. Et c'est ce genre de véhicules qui vont les fabriquer au quartier et collent sur les pare-brises pour tromper la vigilance des forces de maintien de l'ordre. Malgré la prolifération des centres de contrôle technique dans des grandes villes du pays, certains usagers peinent à intégrer la notion de certificat de visite technique parce que animés par l'esprit de corruption implémenté à chaque contrôle. Ces centres de contrôle technique agréés affirment que leur rôle se limite à identifier les anomalies sur le fonctionnement d'un véhicule et prévenir le propriétaire des risques encourus. Seules les autorités administratives et judiciaires et les forces de l'ordre ont la compétence de mettre hors circulation un véhicule en mauvais état. Je vous propose d'écouter le président de l'association des centres de visite technique agréés au Cameroun, Jean Bosco Simo Tarakam. Le contrôle technique, bien que vous ayez votre visite technique, comme on le dit vulgairement, ne vous exempte pas de jeter un regard permanent sur votre véhicule chaque matin quand vous sortez de chez vous. Ça ne vous exonère pas des révisions permanentes de votre véhicule. Parce que le contrôle technique donne le résultat sur votre véhicule à un moment T. Et si entre-temps le véhicule ne subit pas certains chocs, pour les véhicules utilitaires, ils ont 6 mois pour retourner dans le centre pour un contrôle réglementaire. Quand le système de freinage est accentué, vous n'aviez pas de certificat de visite technique. Il y a la pneumatique. Quand vous avez des pneus usés, vous n'avez pas le droit d'obtenir une visite technique. Quand vous avez les pare-brises fissurés, cassés, vous n'avez pas le droit d'obtenir une visite technique. Je sais que vous allez me relancer en disant que mais on voit des voitures cassées là partout en ville qui circulent avec des visites techniques. Je dois vous le dire que ces véhicules-là ne sont pas passés dans le centre de contrôle technique parce que nous le décrions tous les jours qu'il y a des faux certificats de contrôle technique en circulation. Et c'est ce genre de véhicules qui vont les fabriquer au quartier et collent sur les pare-brises pour tromper la vigilance des forces de maintien de l'ordre. Les forces de maintien de l'ordre ont le pouvoir de dire cette visite technique, elle n'est pas réglementaire, ils peuvent mettre ces véhicules en fourrière. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là.
Je vous le disais en titre, ce sont des chiffres qui donnent froid dans le dos. Environ une centaine de personnes tuées dans des accidents survenus en moins de 3 semaines sur les axes routiers. Et jusqu'ici, aucune cellule de crise ni de prise en charge psychologique, aucune de ces 2 cellules n'ont été mises en place au Cameroun pour accompagner les survivants, les familles des différentes victimes, ces familles endeuillées qui ont du mal à comprendre cette série noire d'hécatombes enregistrées sur les axes routiers. C'est du moins ce que déplorent des experts en la matière. François Dikoumé et Julienne Berthe-Bissaye les ont rencontrés dans ce reportage. Morts et plusieurs blessés, c'est le bilan des cas d'accidents enregistrés en l'espace d'1 mois sur l'étendue du territoire national. En date du 4 août dernier, l'on se souvient que 7 personnes avaient été brutalement arrachées à la vie sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Quelques jours plus tard, s'en est suivi un autre accident, cette fois-ci du côté de Yassa. Sous cette couverture est couchée une dame enceinte qui ne demandait qu'à traverser la route. Comme si cela ne suffisait pas, du côté de Tchang, la petite Divine, âgée seulement de 2 ans, perd la vie après avoir été violemment heurtée par un camion alors qu'elle vendait des beignets le long du trottoir. Autre accident qui vient alourdir les chiffres, c'est celui de Kometua au Bala qui a tué 12 personnes. Samedi 19 août, les populations de Mouyouka étaient en deuil. 20 personnes sont décédées à la suite d'une collision entre un camion transportant de la marchandise et un véhicule de transport urbain. Le tout dernier en date est celui du 20 août dernier au carrefour Agip où 5 personnes ont été brutalement arrachées à la vie par un camion transportant de la ferraille. Au total, 47 personnes mortes sous le regard indifférent des autorités gouvernantes. Malgré la gravité de ces cas d'accident, l'on déplore l'inexistence des cellules de crise et prise en charge psychologique des accidentés, pourtant indispensable en pareilles circonstances. La cellule psychologique doit s'occuper des gens qui ont subi des accidents et surtout dans les cas des accidents de masse, comme nous constatons souvent là, parce que certaines personnes exposées à des accidents vont développer par la suite des troubles de comportement, parfois même des troubles psychiatriques. Et il faudrait, dans l'encadrement de ces accidentés-là, déterminer déjà les personnes pour immédiat, de façon à pouvoir s'en occuper progressivement, et des personnes qui sont sans inconvénients, sans problème précis à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui développent des troubles immédiats et d'autres le font secondairement. Donc ces genres de structures doivent pouvoir être connues de façon que les gens puissent s'y rendre facilement. Quelles sont les causes profondes de ces hécatombes enregistrées en l'espace de 3 semaines sur les axes routiers du Cameroun? Comment comprendre cette inexistence d'une politique de sécurité routière? Je reçois sur ce plateau Martial Missimikim. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sédic Noufele. Vous êtes expert international en sécurité routière. Nous reviendrons avec vous sur toutes ces questions en deuxième partie du journal. Mais d'abord, je vous propose de suivre également cette inquiétude qui monte dans l'esprit des Camerounais qui souhaitent effectuer un voyage interurbain en cette période où il y a une affluence record dans les agences de voyage en raison de la fin des vacances. Comment ces agences de voyage s'organisent-elles pour pouvoir garantir la sécurité des passagers? Élément de réponse avec Emmanuel Diop et Ike Cyril dans ce reportage. À notre passage dans cette agence de voyage à la gare routière de Tongolo, à Yaoundé, un chauffeur est en plein sommeil. Les responsables expliquent qu'il en est ainsi chaque fois qu'un chauffeur arrive. Il est soumis à un repos avant de reprendre la route. Après un aller-retour, le chauffeur passe la voiture. Après un aller-retour, et quand le chauffeur quitte peut-être de Bafoussam pour Yaoundé et qu'il réside, ça veut dire qu'il n'a pas le chez lui ici, il dort à la chambre du chauffeur. Il se repose, il se lève, il se lave. Au moment où on confirme déjà les billets, il prend le véhicule, il part. Donc il a le temps de se reposer normalement. Pas de dispositif spécial donc. C'est la routine en termes de service, même à l'approche de la rentrée scolaire. Nous avons l'habitude chaque année de faire de la même façon, on ne change pas.
C'est-à-dire le prix reste le même. Le prix augmente juste le week-end. Le simple jour, les parents viennent avec les enfants parce qu'ils savent que ce n'est pas cher. Dans une autre agence de voyage, la qualité du service s'est améliorée, mais les passagers restent inquiets quant aux mesures à prendre pour garantir la sécurité des voyageurs lorsque les carillons de la rentrée scolaire vont sonner. Parfois, la veille de la rentrée, il y a souvent trop d'embouteillages. Bon, mais avec le trop plein, on essaie quand même de gérer et de faire plusieurs voyages. Donc, on ferme l'agence un peu plus tard que d'habitude. Les gens passaient les nuits dans les agences. Les responsables d'agences de voyage disent avoir pris des mesures, mais ils sont très vite démentis par les hécatombes enregistrées sur les routes. D'autant qu'en termes de cause, la mauvaise conduite dispute la vedette au mauvais état des routes. Dans le reste de l'actualité, l'espoir d'une guérison s'effrite pour de nombreux Camerounais victimes de maladies rares. Ils ont manifesté leur colère ce matin contre la discrimination et une tentative d'exclusion du processus de prise en charge gratuite sur un bateau médicalisé accosté à Douala. Pourtant, ces manifestants disent s'être enregistrés au préalable. Un flou entoure cet élan humanitaire suscité autour de ce bateau médicalisé accosté au port autonome de Douala. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Animés par la santé, ces personnes souffrant d'anomalies physiques se sont présentées à la maison du parti de Bonanjo dès les premières heures de la matinée. Ici, c'est le point de convergence des malades qui doivent être pris en charge par les médecins du bateau humanitaire Merci Ship. Mais très vite, l'espoir de ces malades se transforme en désespoir, puis en colère, après avoir constaté qu'ils n'ont pas été retenus parmi les 4500 patients qui vont bientôt voir la fin de leur souffrance. Nous attendons vraiment ce bateau, qu'on nous dit que ça doit nous aider, nous les démunis. Et quand on arrive à ce niveau, on nous fait comprendre que ce n'est pas tous les dossiers qui ont été reçus. Il y a les dossiers sélectionnés. Quand pas de sélection, ça veut dire qu'il y aura les dossiers rejetés. Et c'est là où ça donne la panique. Si la télé nous dit de nous retrouver à la maison de parti, c'était pourquoi? C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi le monde est ici depuis le matin. Bon, vous voyez, mais les gens sont partis. Pourquoi? Parce que pas la nervosité, la façon qui nous m'amène là. Samedi et dimanche, et il y avait les infos qu'on doit se retrouver à la maison de parti de Bonanjo. Et c'est depuis 5 heures, messieurs, que je suis ici. J'étais la 4e personne et arrivée. Depuis 5 heures, on est là, on attend. Les grandes têtes, ils arrivent à 11h midi, rentrer. Vous faites quoi ici? Mais nous, on ne comprend rien. Comme on est arrivé ici, il y a un monsieur qui est venu. Bon, il nous a demandé pourquoi on est ici. Il dit que non, on est ici là pour le problème de la santé. Il dit que non, il ne nous attendait pas aujourd'hui. L'enregistrement des malades s'est effectué dans les districts de santé des 10 régions du pays, du 17 avril au 17 mai dernier. Cependant, l'inscription ne donnait pas la garantie d'être retenue pour les opérations chirurgicales. Les 4500 bénéficiaires ont été choisis sur la base de quelques critères, selon Martin Yambabéas, le délégué régional de la santé pour le littoral. Mais à la question de savoir quels sont les 10 critères, le délégué répond fermement qu'il n'y a rien à dire à propos. Je ne vais pas revenir sur ça, je suis désolé. Actuellement, on n'est pas dans les critères. Il est question de recevoir les patients ici et d'aller les soigner gratuitement, selon la mission, n'est-ce pas, autorisée par le président de la République et la mission de Chichi. Les 4500 personnes qui doivent sélectionner, on ne va pas dire comment ça a été fait. Ça a été fait de façon très professionnelle, respectant l'équité. On allait dans toutes les régions, dans tous les districts, dans tous les villages. Maintenant, une autre sélection a été faite, les gens ont été appelés et s'est préparé ici. Ce sont des chirurgies maxillofaciales pour des grosses tumeurs qui sont sur le visage, la chirurgie générale pour les goitres et les lésions, la chirurgie orthopédique pour les enfants de moins de 16 ans qui ont les jambes arquées et les pieds beaux, la chirurgie obstétricale pour les femmes qui ont des fistules obstétricales, la chirurgie ophtalmologique pour les yeux qui ont des cataractes, c'est principalement les cataractes, et la chirurgie plastique pour lorsqu'il y a des grosses brûlures et qui empêchent la mobilité des membres. Plusieurs de ces patients affirment que lors de l'opération d'enregistrement, ils n'avaient pas reçu l'information selon laquelle seuls ceux qui par la suite seront contactés par téléphone bénéficieront des soins. Je me suis fait enregistrer à Bonassama, hôpital Bonassama, de Bonabéry. Le 12 mai, ils m'ont demandé d'aller attendre. Je suis rentré à la maison, depuis j'attends. On m'a fait comprendre que le bateau est déjà sur le terrain.
si on ne t'a pas appelé, retourne là-bas, demander comment ça se passe. Je me suis rendue à Bounazama. Ils m'ont demandé d'aller à la délégation. Oui. Et même tu arrives là-bas, on ne te reçoit pas. Tu vas attendre jusqu'à quand? Parce qu'il dit que ça va jusqu'en 2018. Quand on donne les messages, que les gens soient rassurés, on sélectionne tous ces numéros qu'ils ont enregistrés, ils font comprendre aux gens, tu restes le message, vient que bon madame, vous êtes sélectionné pour 2018, vous êtes sélectionné pour le mois de décembre. Oui, le travail sera mieux fait et il y aura moins de panique. Le délégué régional de la santé publique pour le littoral, qui affirme que la liste est bouclée, demande cependant aux malades non retenus de croiser les doigts et de croire au miracle. On a sélectionné 12 000. Vous comprenez? 12 000. Et maintenant, il fallait réduire parce que c'est 4 500. Que chacun reste chez soi. S'il veut qu'il attende son téléphone, s'il n'est pas encore appelé, mais je pense qu'actuellement, c'est pratiquement fini. Mais gardez l'écoute. Il peut arriver que quelqu'un soit oublié. Peut-être bien, il n'a pas pris son téléphone, n'a pas pu l'avoir. Donc il faut rester connecté pour les autres. Signalons que contrairement à ce qui a été annoncé par André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, ce lundi 21, la maison du parti de Bonanjo n'avait toujours pas accueilli les premiers malades retenus pour cette opération. Un trafic d'ossements humains vient d'être démantelé dans la région de l'Ouest. 2 individus ont été appréhendés en possession des os humains à Banganté, dans le département d'Undé. Des précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À la division régionale de la police judiciaire pour l'Ouest, 2 présumés profanateurs de tombes gardés à vue. Ils ont été pris en flagrant délit de possession d'ossements humains, prêts à la vente pour un montant de 5 millions de francs. On a seulement quelqu'un qui nous proposait, ça paye trop. Donc voilà pourquoi on a cessé de caser les tombeaux pour trouver les gens comme ça. De sources policières, ces butins en main que 2 d'entre eux, Mohamedou Adi, 19 ans, et Sangou Zakariaou, 22 ans, contactent un potentiel acheteur résidant dans le Ndé. Les personnes qui voulaient acheter après, il est disparu. Tu vois, non, après ce numéro, ça passe pas. L'originaire du Nord, sentant l'affaire louche, va informer le commissariat de sécurité publique de la ville de Banganté, qui met aussitôt en place une embuscade. Un policier passant pour acquérir de la marchandise, les 2 infortunés mordent à la maison. Mais trop tard pour eux, le véhicule banalisé a pris la direction du commissariat. Ainsi, leur exploitation va permettre de remonter la filière et mettre la main sur 4 autres membres du gang résidant à Fumbo dans le Noun. À en croire le témoignage de Mohamedou Daïrou présenté comme chef de ce gang, il serait à leur premier coup du genre. Âge variant entre 19 et 36 ans, ils seront présentés au procureur de la République pour répondre des charges de trafic d'ossements humains, profanation de tombes et cadavres. Le drame du lac Nyos reste encore vivace dans l'esprit de nombreuses familles, mais aussi de l'opinion publique. Du gaz s'était échappé de ce lac et avait anéanti toute vie sur un périmètre de plusieurs kilomètres. Et l'un des premiers journalistes à arriver sur les lieux, Jean-Pierre Efouba Onana, commémore encore ce triste événement. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Il y a 31 ans, dans la nuit du 21 au 22 août 1986, une explosion dans le lac Nyos, à 120 km de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, faisait près de Jean-Pierre Efouba Onana, véritable mémoire vivante de cet événement, alors journaliste à la Cameroon Television, CTV, l'ancêtre de la CRTV, rappelle d'abord l'ambiance qui prévalait après cette catastrophe. La télévision nationale n'a que 17 mois d'âge. Très jeune donc, pas d'expérience de couverture de ce genre d'événement. Et on traîne sur place 3 à 4 jours durant. Le téléphone commence à sonner du monde entier. Les télévisions majeures du monde, américaines, japonaises, allemandes, la NHK, ABC News des États-Unis, TF1, Antenne 2 à l'époque, avant France 2, et d'autres encore, nous appellent pour avoir demandé des images. C'est quand les équipes de ces grands majors-là commencent à débarquer à Yaoundé. Je me souviens de Pierre Salinger, par exemple, qui était le grand correspondant de ABC à Paris, qui débarque à l'aéroport de Yaoundé avec un jet privé, et rien que ça. Et c'est à ce moment-là que M. Florent Etogeli et son adjoint, M. Nyamdi Difonta, prennent la mesure de la chose. Et puis décident donc qu'on envoie une équipe là-bas. Dans ces conditions, l'arrivée à Bamenda et le tournage des premières images
ne manquait pas de pittoresque. Le DG va aller louer un avion. Nous décollons de Bamenda pour aller visiter le lac en attendant que les hélicos ne commencent les rotations. Quand on arrive au-dessus du lac, le lac est d'un rouge ocre. Vous sentez vraiment que la boue du fond a été ramassée par l'explosion. Le commandant Martin Topé, c'est lui-là même qui pilote les MA60 en ce moment. Nous demandons à Martin s'il peut faire quelque chose. Il dit, oh, Martin s'éloigne, il prend de l'altitude. Mon caméraman Richard Lobé se positionne dans le trou d'un hublot. Et Martin avait calculé qu'au-dessus du lac, il va mettre une aile au sol et l'autre en l'air, de manière à ce que lui, à travers le hublot, que Richard puisse faire quelques images. Voilà comment est-ce qu'on va faire les images du lac. Sur place, la mort avait frappé et la désolation régnait. Il y avait des fosses communes, il y a des familles entières qui ont été enterrées dans des fosses parce que le gaz est passé le soir, les gens dormaient déjà. Nous sommes en campagne, les gens rentrent des champs, ils dorment, 21 heures, les gens dorment. Et puis le gaz carbonique est passé, il a donc asphyxié les gens dans leur sommeil. Ceux qui ont été encore réveillés et ont senti une odeur bizarre et ont voulu s'enfuir, il y a eu des spectacles où on trouvait une femme morte avec un bébé à côté d'elle. Il y a ce monsieur qu'on a trouvé avec une torche en main. Il y a l'autre qu'on a trouvé avec une lampe tempête. C'est évident qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait et ils voulaient fuir. Et malheureusement, ils étaient foudroyés dès qu'ils mettaient le nez dehors. Les jours suivants, la détermination de la cause de cette catastrophe donna lieu à des débats épiques. Il y avait deux camps. Il y a un camp qui disait que ça a été une éruption volcanique sur le lac puisque c'est un lac de cratère. Peut-être que le volcan Gnos, éteint depuis plus de 400 ans peut-être, s'est réveillé subitement. Et il y a l'autre camp qui disait que s'il y avait eu une éruption volcanique, on aurait vu les débris parce qu'ils ont fait des observations bathymétriques au fond du lac avec des espèces de robots sous-marins qui n'ont pas eu dit que les morceaux de rochers ayant été ralentis certes par l'eau, on aurait vu le fond du lac tapissé par les morceaux de rochers issus de l'explosion. Or, il n'y en avait pas. Haroun Taziev est dans le camp d'en face, le premier camp. Oui, je l'ai interviewé pour parler des congrès. Il était fou furieux. Il disait qu'il appelait les autres des charlatans. C'est charlatans qui racontent que le gaz est entré doucement. Ça, c'est une éruption volcanique. Mais l'histoire a donné raison au deuxième camp. Au final, la victoire de la thèse de l'explosion due au gaz carbonique allait permettre d'écarter l'hypothèse de l'explosion d'une bombe israélienne. Alors la fameuse théorie de la bombe, pour vous dire ce que j'en parle, vraiment, la théorie tombe d'elle-même. C'est le gaz carbonique à très forte concentration qui a tué Agnos. Vous savez, le gaz carbonique, si vous respirez du gaz carbonique maintenant, le gaz carbonique chasse l'oxygène. Ce n'est pas le gaz qui vous tue, c'est le manque d'oxygène qui vous tue. Parce que vous n'avez plus l'oxygène dans les poumons. Parce que si on vous tire de là et on vous fait respirer hors de la bulle de CO2, vous vivez. Or là, les pauvres, quand ils sont surpris dans leur sommeil, il n'y a personne pour les tirer de la bulle. Donc la bulle les emballe et puis ils continuent à respirer ça, ils meurent. Aujourd'hui, l'eau des gaz et les populations recasées dans les camps ont commencé à revenir cultiver dans les alentours. Il leur est cependant interdit de s'installer à nouveau à Gnos, dans le périmètre du lac qui sema la mort et la désolation il y a 31 ans. Pour ne jamais oublier un autre drame, celui de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, une vingtaine de personnalités triées sur le volet constituent un jury chargé d'apprécier une soixantaine d'œuvres artistiques proposées pour la construction d'une stèle en souvenir de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka. Le gouvernement leur donne un mois pour sélectionner la meilleure œuvre à aménager à Ezeka. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Une équipe d'une trentaine de personnes pour évaluer les œuvres des candidats au concours artistique national pour la conception de la maquette d'une stèle du souvenir pour la commémoration de l'accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à Ezeka. Le jury ainsi constitué, les membres ont été installés à Yaoundé. Ce monument, cette stèle, est appelé à être le symbole de la solidarité entre les différents fils de cette nation, mais aussi de la solidité de la nation camerounaise face à la tragédie et au drame. Cette stèle devra refléter l'immensité de la tragédie et l'intensité de l'émotion que cette tragédie ferroviaire a provoquée le 21 octobre dernier.
1 mois, c'est le délai accordé au jury que préside le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture pour étudier les différentes œuvres. Les membres sont appelés à très vite se mettre au travail car le temps presse. En réalité, le comité a 30 jours, mais nous avons 5 jours pour faire un premier travail où nous allons peut-être éliminer 30 sur les 60 et puis par la suite nous allons donc revoir cela de manière encore plus sérieuse pour aboutir à 5 propositions à soumettre au ministre. 60 œuvres ont d'ores et déjà été proposées par les candidats. Le jury présentera une short list de 5 œuvres au ministre des Arts et de la Culture, qui les acheminera au Premier ministre. Le chef du gouvernement, à son tour, transmettra les œuvres au président de la République, qui prendra la décision finale. Dans l'escale internationale, un remaniement ministériel s'est tenu au Gabon et le poste de vice-président est désormais pourvu par Pierre Claver Manganga Moussavou. Il était candidat à la dernière élection présidentielle. Il fait partie de la majorité présidentielle et marque ainsi son entrée dans le gouvernement. L'on note que Bruno Ben Moubamba perd son rang de vice-premier ministre et devient ministre d'État et garde son portefeuille en charge de l'urbanisme du côté du Gabon. Aucun proche de Jean Ping n'est annoncé dans cette nouvelle équipe gouvernementale et le président de la République a fait confiance au Premier ministre qui reste en poste. Seule entrée assez remarquée, c'est celle de Pierre Claver Manganga Moussavou, nommé vice-président de la République au Gabon, 1 an après l'élection présidentielle qui a secoué ce pays durant plusieurs mois et a conduit à un dialogue politique. Pendant ce temps, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, après son retour, rassure l'opinion nationale nigériane, mais aussi internationale, de sa bonne santé et il s'exprime sur les urgences et les dossiers brûlants à traiter durant les toutes prochaines semaines. Reportage Gladys Sidier. I am so glad to be home. Après plus de 3 mois de spéculation, d'inquiétudes et de rumeurs, le peuple nigérien n'aura pas réussi à pousser le président à révéler la moindre indication sur son état de santé. Muhammadu Buhari s'est voulu rassurant après plus de 100 jours d'absence dans son pays. Il a remercié les Nigériens pour leurs prières et n'a fait aucune révélation sur son état de santé. L'allocution a été courte et a surtout été marquée par les questions de sécurité. We both came to the conclusion that the country must remain one and united. Nigeria's unity is settled and not negotiable. Il a réaffirmé sa déclaration de guerre au crime et au terrorisme, tout comme sa volonté de mettre hors d'état de nuire Boko Haram. Le chef de l'État nigérian a indiqué que l'unité de la fédération n'était pas négociable. Il a martelé qu'il n'entendait pas discuter d'une éventuelle émancipation de certains États, tout comme le souhaitent les mouvements pro-Biafrais. Malgré son discours empreint d'autorité, le chef de l'État, visiblement toujours affaibli, n'a pas réussi à convaincre l'opposition. L'opposition nigériane exige du président Buhari qu'il soit clair sur son état de santé réel. Le retour de Muhammadu Buhari suffira-t-il à faire taire les rumeurs sur sa capacité ou non à rester à la tête du pays? Le peuple nigérian qui a toujours en mémoire la mort en exercice du président Umaru Musa Yar'Adua en 2010 dit attendre désormais une mise en œuvre rapide des promesses électorales de 2015, à commencer par la lutte contre le terrorisme et la corruption. Un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Le supermarché Mahima ouvre ses portes dans le 5e arrondissement de Douala à la grande satisfaction de ses clients venus nombreux apprécier ce nouvel espace dédié justement à tous les produits agroalimentaires et électroménagers. Des précisions dans ce reportage. La coupure des rubans symboliques par le sous-préfet du 5e arrondissement de la ville de Douala, un du groupe Mahima et de ses partenaires, en date du vendredi 18 août 2017, marque l'ouverture solennelle du supermarché Mahima de Bonamoussadi, ainsi que de son démembrement, ameublement et électroménager. D'abord, le supermarché et sa variété de rayons. Ici, tout y est. L'aimable clientèle dont la présence coïncide avec l'ouverture officielle du supermarché Mahima Bonamoussadi ne manque pas de saluer la venue de cet espace marchand.
voyez vous-même que les espaces commerciaux au niveau de l'Aquanor sont peu. Et comme il y a des problèmes de route et d'embouteillage aujourd'hui, pour se déplacer longtemps sur les routes, alors Mahima a pensé qu'en créant un nouveau espace, c'est pour alléger les souffrances de ces populations en amenant ce dont ils ont besoin, les ménages ont besoin, proches de ces derniers. Quand j'ai appris que Mahima ouvre aujourd'hui à Bonamoussadi, je suis quitté en courant pour venir et je vois vraiment comment c'est joli et bien vaste. Le cadre est très bien. Il n'y aurait pas de raison qu'on aille au marché si les prix sont pareils. Parce qu'ici au moins on évite de marcher dans la boue. Le supermarché Mahima Bonamoussadi, c'est aussi son rayon électroménager et ameublerie. La variété et la qualité des meubles qu'on y trouve différencient aussi Mahima des structures concurrentes. L'électroménager donne à voir des cuisinières, des réfrigérateurs, des congélateurs, des groupes électrogènes, ainsi qu'une gamme variée d'appareils de musique et des postes téléviseurs de dernier cri. Oui, en termes de postes de jeu, celle qui est juste devant nous, c'est 55 postes. La différence, c'est que lorsque vous sortez le matin, vous avez des émissions, des programmes, des documentaires. Vous pouvez passer dans certaines codes qui se retrouvent à l'intérieur du téléviseur. Vous les programmez. Ils vont rester enregistrer toutes les émissions qui vont passer. La différence aussi, vous pouvez suivre 2 à 3 émissions parce qu'elles divisent l'écran. La décoration n'est pas en reste. S'agissant du rapport qualité-prix, les responsables du groupe Mahima rassurent. On a mis beaucoup de choses avec beaucoup de variétés. Si client il peut trouver tout ce qu'il a besoin pour la maison, même pour les cuisines, tout. Avec les têtes bon prix, avec les prix promotionnels. Le sous-préfet de Douala 5e, au sortir de cette visite guidée, félicitera aussi à son tour l'initiative du groupe Mahima. Je suis très heureux que nous ayons un supermarché de cette dimension à Douala 5e. J'ai fait le tour, c'est très achalandé, c'est varié. Nous avons l'alimentaire et les produits cosmétiques. De l'autre côté, nous avons la meublerie, vraiment c'est complet. Et ça fait la fierté de lancement de Douala 5e. Mahima Bonamoussadi, votre supermarché préféré, service, sélection et satisfaction, avec son personnel de grande surface, hautement qualifié et rompu à la tâche, vous accueille 7 sur 7. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Martial Missimikim. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Sédik Noufélé. Vous êtes expert international en sécurité routière et vous avez suivi, comme tous les Camerounais, ces hécatombes survenues en l'espace de 3 semaines, environ 100 morts déjà. Comment appréciez-vous la gestion de ces accidents qui surviennent et qui s'enchaînent depuis quelques semaines au Cameroun? Mais avant d'entamer mon propos, permettez-moi que je présente d'abord les condoléances aux familles durement éprouvées. Parce que pour le cas des accidents comme celui de Mouyouka, il y a des familles qui ont perdu 3 membres. Même père, même mère. C'est très très pénible à digérer. Concernant la gestion des accidents de la route au Cameroun par rapport aux catastrophes qui sont légion depuis un certain nombre de temps, je voudrais quand même dire que les secours sont prompts, notamment les sapeurs-pompiers, les forces de maintien de l'ordre, mais il y a un déficit de communication. Il y a un déficit de communication et l'après-accident n'est pas optimisé. C'est-à-dire que nous ne tirons pas les enseignements liés aux accidents qui se déroulent au quotidien. Les services de secours, la stratégie, les mesures à prendre pour éviter les accidents ne sont pas implémentées. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut rapidement mettre en place au Cameroun un leadership national, un organisme qui doit coordonner les actions de la sécurité routière, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau des autres acteurs, que la société civile, les experts, les leaders d'opinion, les ministres de culte et les entreprises qui s'intéressent à la sécurité routière. Avant qu'on en arrive à cette solution, quelles sont les causes profondes
de cette série noire d'accidents enregistrés ces dernières semaines? Les causes des accidents sont multiples. Nous allons nous en tenir aux causes qui ont provoqué des hécatombes ces derniers temps. Vous avez annoncé le chiffre. Et je vais vous dire, de mémoire d'observateur à la sécurité routière, depuis 1998, c'est la première fois que nous passons un week-end avec 36 tués sur les routes. La dernière fois, 1998, en juillet 1998, nous avons enregistré 33 tués. Et nous pensons que les causes des accidents sont liées à l'état technique de notre parc automobile. Accident ces derniers temps, vous avez constaté, cela implique un gros porteur, soit une voiture particulière, soit un bus de transport en commun. Et si vous observez très bien de manière apparente, notre parc auto en matière de transport des marchandises est extrêmement vieux. La moyenne d'âge aujourd'hui se situe entre 40 ans. Et il est urgent. Quel est l'impact de cet état défectueux du parc automobile destiné au transport des marchandises? Comment est-ce que cela intervient au point où d'être à l'origine de ces nombreux accidents? Effectivement, il se dégage des différences techniques. Au bout d'un certain nombre d'années, l'usure du véhicule, les organes de sécurité fait que les freins ne peuvent plus tenir. Que ce soit à Mouyouka ou récemment au Carrefour à JPL ou alors en Bankomo, nous ne sommes pas encore au résultat des enquêtes, mais il apparaît clairement qu'il y a eu des différences techniques liées au système de freinage. Et le système de freinage, c'est un système qui s'use sur l'effet du temps et qui est lié à la vétusté des véhicules. Et nous pensons également que le système de freinage moderne, aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 50 ans. 50 ans, 40 ans ont des systèmes de freinage qui sont complètement dépassés. Donc, nous devons prendre le courage, d'éliminer tous ces véhicules de la circulation. Et nous pensons, nous pensons qu'il y a des leviers sur lesquels on peut jouer, notamment ceux qui sont des donneurs d'ordre de ces camions. Je pense particulièrement aux responsables des ports qui peuvent interdire aux véhicules qui ne répondent pas aux conformités d'entrée dans la scène portuaire. Justement, un autre facteur qui pourrait expliquer cette série d'accidents enregistrés sur les axes routiers? L'autre facteur, c'est le non-respect de la réglementation, notamment l'une des causes premières, la vitesse, la particularité de vitesse et le non-respect de la réglementation en matière de manœuvre. Par exemple, l'une des premières causes, c'est la manœuvre de dépassement. Vous savez, nous n'avons pas d'autoroute et nous avons des routes à 2 voies. Donc, nous demandons aux conducteurs d'être patients, de ne opérer le dépassement que quand les conditions sont réunies. Mais ces chauffeurs incriminés estiment que l'état des routes contribue aussi énormément à ces nombreux accidents enregistrés, avec bien sûr des virages qui sont souvent mal aménagés, avec de nombreux nids de poules observés sur les axes routiers. Quelle est la place de l'état des routes dans ce type d'accident? Suivant les statistiques, les causes d'accidents de route sont de l'ordre de 10%. Donc je ne voudrais pas dédouaner l'administration des routes qui a fait des efforts ces derniers temps. Vous avez vu sur l'axe de Yaoundé, des déforestages sur l'emprise de l'ouvrage. Mais nous pensons qu'en tant qu'être humain, nous devons adopter notre comportement à l'état de la route et à l'état de la chaussée. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre vie contre la volonté politique d'un État. Alors comment appréciez-vous justement la mobilisation des pouvoirs publics pour davantage sensibiliser les chauffeurs et les Camerounais sur ces questions-là? La stratégie de sécurité routière, est-ce qu'elle existe? Si oui, comment est-ce que vous appréciez? Quel est votre diagnostic? Il y a une stratégie qui existait jusqu'en l'an 2014, je me souviens. Et aujourd'hui, la stratégie est en train d'être actualisée par rapport au 5 piliers des signes pour la sécurité routière. Mais nous pensons que la question de sécurité routière implique tous les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques, notamment la société civile et
et les entreprises. Mais pourquoi ça ne réduit pas? Pourquoi au Cameroun, on a le sentiment qu'on va vers une recrudescence des accidents mortels, alors qu'il y a quelques campagnes de prévention routière qu'on observe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est que les activités que vous citez sont des activités efficaces, mais malheureusement, elles sont ponctuelles, elles sont limitées dans le temps. Donc, il est urgent que nous mettions en place des politiques qui permettent de développer des campagnes de sensibilisation permanentes, de mettre en place aussi des systèmes de répression permanente. Parce que, voyez-vous, la gendarmerie nationale a développé une répression importante autour de la vitesse, mais malheureusement, elle se tient sur quelques jours. Donc ça demande des moyens aussi qu'il faut mettre en œuvre. Donc il faut, pour obtenir des résultats constants, il faut continuer de mettre les moyens et il faut que le travail soit mené de manière durable. Justement, on a suivi des responsables des agences de voyage à Yaoundé. Les mesures qu'ils ont énumérées, selon vous, sont-elles rassurantes? Est-ce qu'elles répondent aux critères de respect des conditions de sécurité pour les voyageurs? Non, nous pensons que de ce côté, il y a un travail qui doit être fait, que les entreprises de transport, surtout des personnes publiques, mettent en place en leur sein un système de management de sécurité routière avec des inspecteurs dédiés à la surveillance du parc auto, avec une maintenance préventive, qu'on n'attende pas que des pannes arrivent pour intervenir. Et avec des systèmes de manière qu'on puisse remplacer les organes de sécurité, les freins, les pneus, les phares. Et aujourd'hui, c'est des hommes d'affaires qui doivent rentabiliser leurs ouvrages. Mais nous pensons que ceux qui ont pensé qu'ils gagnent de l'argent en faisant du business de nuit comme de jour, sans donner du temps aux chauffeurs de se reposer, sans permettre aux véhicules d'être entretenus, au bout de ce temps, ces entreprises disparaissent. Souvenez-vous, Soko Voyage, Didi Voyage, le bien, j'en citerai une longue liste. Donc, nous disons aux entreprises, aux patrons d'entreprises, si vous voulez faire des affaires de manière durable, il faut préserver l'ouvrage de production et il faut entretenir les ressources humaines. Merci Martial Missimi-Kim. Je rappelle que vous êtes expert international en sécurité routière. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Ne manquez pas ce soir 100% Foot qui revient sur le désistement de ce cabinet indépendant chargé dans un premier temps de mener une mission d'inspection pour le compte de la CAF au Cameroun et invité à 100% Foot le vice-président de la Ligue de football professionnel, le docteur Faustin Donqueux, et l'ancien lion indomptable Beb Solo, vice-président de la SINAFOC, du syndicat national des footballeurs du Cameroun, le SINAFOC. 100% Foot présenté par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision.